Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Philoptère, podcast de révision sur la notion de bonheur. Pour commencer, il est important d'étudier la notion de bonheur afin de savoir à quoi est-ce qu'on a affaire. Bonheur est constitué d'un substantif assez intéressant, heur, H-E-U-R, qui dérive du latin augurium, qui signifie un présage bon ou mauvais. Il questionne ainsi notre rapport aux événements, pour savoir de quoi dépend notre bonheur. La question va donc être de savoir si notre bonheur dépend d'éléments extérieurs ou de notre volonté. Si le bonheur dépend de notre volonté, on peut également l'associer à une autre notion qui est celle du désir. Désir vient du latin desideratio, qui fait référence finalement à quelque chose que l'on regrette, de nostalgique que l'on n'a pas. Le désir, c'est une motivation qui va me pousser à agir pour obtenir un objet que je n'ai pas. Par rapport à cela, imaginez que le bonheur ne dépend pas de notre volonté, c'est en partie renoncer au bonheur, car en effet, il va falloir distinguer deux formes de bonheur. Aristote le fait dans l'Éthique à Nicomaque, notamment, lorsqu'il va distinguer le daimonia, qui correspond à une forme de vertu morale, qui correspond également au bonheur qui vient de la responsabilité de l'homme construit son bonheur, et l'eutukia qui correspond à la bonne fortune, c'est-à-dire j'ai eu de la chance, donc je suis heureux. On peut le compléter un peu plus tardivement, le 4 août 1645, avec la lettre à la princesse Élisabeth de Descartes, dans laquelle lui aussi il va faire une distinction entre le bonheur qui dépend de moi et le bonheur qui ne dépend pas de moi. Le bonheur qui dépend de moi sera appelé la béatitude, qui correspond finalement à un point de vue actif de la personne dans sa vie qui va agir pour être heureuse. Et bien entendu, la fortune, le heur, H-E-U-R, correspondra au bonheur qui ne dépend pas de moi. Mais il ne faut pas s'arrêter là, car en effet, même si nous considérons un bonheur qui dépend de nous, il faut savoir comment y accéder. Platon va nous dire justement que le désir peut nous faire atteindre une certaine forme de bonheur. Cependant, il va falloir judicieusement choisir l'objet désiré. En effet, il faut avant tout prioriser le désir de vérité et également prioriser ce qui apparaît comme vrai pour être heureux. Désirer également le bien, et enfin le plus haut désir serait le désir de sagesse. Tout cela vient de la constitution de l'âme selon Socrate et Platon. En effet, l'âme va être constituée de trois parties. La partie raisonnable, qui cherche à connaître, qui recherche la vérité. La partie qui correspond à l'âme, qui cherche la justice et les honneurs. Et la partie de l'âme dite désirante, qui cherche les biens matériels. Vous l'avez compris, l'ordre dans lequel j'ai donné ces trois parties correspond à l'ordre de priorité. D'abord la raison, ensuite l'âme, et ensuite les désirs. Ainsi, pour Platon et Socrate, si l'on désire la bonne chose, nous pouvons atteindre une certaine forme d'équilibre dans notre âme, et donc indirectement le bonheur. Bien entendu, si je cherche quelque chose de bien, je vais plus facilement atteindre le bonheur, car je vais sculpter mon âme et ma raison en allant vers la sagesse. Si l'on associe cette recherche de vérité, cette recherche de connaissance à l'accessibilité au bonheur, nous pouvons également parler de Spinoza, qui, à travers la notion de conatus, va définir finalement la condition d'accessibilité au bonheur personnel. Ici, il faut prendre en compte le fait que l'individu a des appétits, qui sont accompagnés d'une connaissance de nous-mêmes. Cependant, certains appétits peuvent nous dépasser, comme par exemple certaines passions, le cas de l'alcoolisme peut être intéressant. L'alcoolique va désirer quelque chose qui n'est pas bon pour lui, mais il ne le sait pas. Ainsi, pour Spinoza, la connaissance va m'aider à mieux désirer et aller vers les choses qui correspondent parfaitement à qui je suis. En effet, le conatus peut être défini comme ce qui m'aide à persévérer dans mon être, qui est une nécessité d'auto-affirmation. De cette manière-là, il va falloir distinguer les vrais et les faux désirs. Les faux désirs vont générer de la tristesse car ils sont liés aux passions ou à des illusions. Je peux par exemple imaginer que j'aimerais faire un métier précis, mais je ne suis pas fait pour le faire. Satisfaire ce désir va me rendre triste parce que je ne vais pas y arriver. Au contraire, les vrais désirs, eux, vont augmenter mon plaisir, augmenter ma joie et vont me permettre de m'affirmer dans mon être. Vous l'avez compris, les désirs sont importants, mais il va falloir également les hiérarchiser. C'est en cela que Épicure va être intéressant à travers la philosophie épicurienne, bien entendu, qui s'appelle également la philosophie de l'école du jardin. À travers la lettre à Ménécée que Épicure écrit à son élève Ménécée, il va justement nous expliquer les différents points de vue qu'il faut prendre pour réussir à satisfaire nos désirs et atteindre le bonheur. Gardez à l'esprit que l'épicurisme c'est un eudémonisme, eudémonisme, et un hédonisme. Le démonisme signifie que le bonheur est la chose la plus importante à suivre dans une vie, et l'hédonisme correspond finalement à la condition d'accessibilité au bonheur à travers les plaisirs. Donc Épicure, épicurisme, hédonisme, eudémonisme, le bonheur est important et nous l'atteignons par la satisfaction de nos plaisirs. Pour commencer, il faut savoir que Épicure va d'abord évacuer certaines craintes qui vont nous paralyser et nous empêcher d'être heureux. Premièrement, il ne faut pas craindre les dieux, car en effet les dieux ils n'ont rien à faire de nous, simplement ils vivent heureux dans leur coin. Il ne faut pas également craindre la mort parce que ce n'est qu'une illusion, nous n'allons pas pouvoir satisfaire
immensément nos désirs à l'infini, on va bien tous mourir un jour ou l'autre, et vu que ce que je crains le plus c'est la souffrance, la mort n'étant simplement que l'absence de souffrance, je n'ai pas à craindre la mort. Troisième élément, il faut savoir également que le bonheur est accessible pour Épicure, et il ne faut pas craindre de ne jamais l'atteindre. En effet, un désir qui est satisfait l'est pour toujours, et effectivement, je peux me le remémorer, ce qui est positif. En parallèle, il faut savoir qu'il faut également hiérarchiser nos désirs, car certains désirs sont naturels, d'autres non naturels, certains sont nécessaires et d'autres non nécessaires. Par rapport à cela, nous allons les hiérarchiser également en fonction du temps de satisfaction du désir et de l'énergie qu'il va falloir mettre en œuvre pour les satisfaire. Il faut également créer un ratio souffrance-plaisir. Je peux souffrir pendant un instant et me dire que cette souffrance va amener un plus grand plaisir par la suite. Vous l'avez compris, si notre volonté nous permet d'atteindre le bonheur et que le désir permet aussi de le faire, il va falloir travailler nos désirs et réussir à bien les sélectionner pour être heureux. Mais comme nous l'avons vu, si le bonheur dépend de notre volonté, il peut également dépendre de la volonté de tous. Car à l'échelle d'un individu tout seul, le bonheur est peut-être voué à l'échec. Déjà, il va être difficile d'atteindre un équilibre interne chez l'individu. C'est ce que Freud va développer dans Le malaise dans la culture en 1930. En effet, la construction psychique de l'individu va se faire dans l'équilibre des forces intérieures. C'est la condition d'un bonheur individuel, et cela va passer à travers l'équilibre de ma libido, c'est-à-dire des désirs qui vont traverser ma psyché. Le problème, bien entendu, c'est qu'il va y avoir un tas de faisceaux à l'intérieur de ma psyché liés à l'inconscient qui vont se mettre en travers de la route de mon équilibre psychique. Mais également, il faut savoir que certains besoins et certains désirs ne peuvent être satisfaits que avec l'intervention d'autrui. C'est ce que Maslow, psychologue américain, va développer en 1954. Il va déterminer les 5 niveaux des besoins essentiels à l'être humain, en commençant par les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime, et également le besoin de s'accomplir. Vous l'avez remarqué, ces 5 besoins, si le premier peut être satisfait personnellement et seul sur une île déserte, par exemple, il va devenir beaucoup plus difficile de satisfaire les suivants, tout seul. Vous l'avez remarqué donc, certains besoins sont la condition d'accessibilité au bonheur parce que si je ne satisfais pas ces besoins, je ne suis à peine un être humain. On peut ajouter à cela également le fait que l'ouverture à l'autre va me permettre d'être heureux. C'est ce que Russell développe dans La conquête du bonheur en 1930. Nos passions sont une prison pour l'âme et ce sont des passions et des désirs qui sont concentrés sur nous-mêmes. L'ouverture à l'autre, le fait de vouloir aider autrui, va nous amener une certaine forme de satisfaction et un bonheur que l'autre va me renvoyer. Bien entendu, il ne faut pas être faux cul, vous le voyez très bien, car en effet, l'individu va s'en rendre compte, va nous dire Russell, et il ne va pas nous rendre le bonheur que nous essayons de lui donner. En parallèle avec cette idée-là, on peut la compléter avec la notion d'utilitarisme de John Stuart Mill, écrit dans un ouvrage du même nom, L'utilitarisme, en 1861. Pour John Stuart Mill, le bonheur va venir d'une norme de calcul pour mes actes, c'est-à-dire que je vais calculer l'ensemble de mes actes en fonction du maximum de bonheur qu'ils vont générer. Si par exemple j'ai le choix entre sauver plusieurs personnes et une seule personne, je vais sauver plusieurs personnes parce que ça va générer beaucoup plus de bonheur, cette action. Eh bien, John Stuart Mill va aller encore plus loin. Pour lui, le bonheur doit être associé à un bonheur collectif et non pas un bonheur individuel. À travers l'éducation, les individus vont progressivement associer un bonheur individuel à un bonheur collectif et donc essayer de créer ce bonheur social avec les autres. Nous pouvons également faire un parallèle avec la question de l'amour développée dans le discours d'Aristophane dans le banquet de Platon. Ici, Aristophane, à travers le mythe de l'androgyne, qui est un être mi-homme, mi-femme, va développer l'origine du désir sexuel mais également du désir amoureux. Et là, vous voyez clairement un lien avec le bonheur. En effet, si je cherche ma moitié et que je l'obtiens, que je la trouve, je suis plus susceptible d'accéder au bonheur. Dans ce mythe-là, il existait les hommes qui étaient en réalité 2 individus collés sous la forme d'une boule. Ils ont été divisés en 2 par les dieux après avoir essayé de les détrôner du mont Olympe. Et ces 2 moitiés cherchent leur moitié à chaque fois pour réussir à se compléter. Vous le comprenez très bien, avec l'autre, nous nous complétons. Bien, il était intéressant de parler du désir amoureux, d'un désir matériel, mais également d'un désir beaucoup plus élevé. Mais il faut le compléter avec un autre outil qui est très important en philosophie et qui accompagne l'être humain dans sa vie en société et dans sa vie intérieure. C'est la raison. Et la raison va devoir donc guider les actes de l'individu pour qu'il puisse atteindre le bonheur. En effet, la volonté de maîtriser ses désirs va nous permettre d'être moins dépendants et donc moins malheureux, car je vais choisir les désirs que je vais satisfaire, et ce sont des désirs qui vont vraiment me permettre d'atteindre quelque chose de positif, à savoir la sagesse. Bien entendu, c'est le point de vue des philosophes ici. Le bonheur va donc nous être procuré par la connaissance de soi-même et un certain amour de la sagesse, comme le développe Socrate dans le Gorgias de Platon, dans lequel il va faire une distinction entre 2 types d'individus et les comparer avec 2 types de jarres.
Une jarre brisée qui n'arrête pas de s'écouler quand on la remplit, et une jarre pleine qui ne s'écoulera pas parce qu'elle est complète et qu'elle n'est pas fissurée. La jarre brisée correspond à celui qui va chercher à assouvir l'ensemble de ses désirs sans les hiérarchiser, sans réfléchir, tandis que la jarre complète qui sera remplie définitivement correspondra à l'activité de l'homme sage qui, avec justesse et raison, va savoir choisir ses désirs et va savoir désirer des choses importantes comme la sagesse. C'est ce que les stoïciens développent en indiquant que le véritable bonheur va venir de la suppression de tous les désirs. Car le désir ne peut pas aboutir, nous pouvons donc convertir ces désirs en tendances raisonnées et atteindre le bonheur par l'absence de trouble, c'est-à-dire l'ataraxie. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Parce que la notion de bonheur est ici, depuis le début, confondue avec la notion de joie. La joie peut provenir de la satisfaction d'un désir que je vais satisfaire d'un coup et la joie va venir. Le bonheur est beaucoup plus identifié comme un état stable de satiété. Or, satisfaire un désir va pouvoir peut-être briser cet état stable, et donc compromettre mon bonheur. Ainsi, la raison va jouer un rôle parfait, car il va falloir sélectionner, comme le dit Épicure notamment, des désirs qui ne vont pas mettre en péril cette stabilité que j'ai gagnée avec l'usage de ma raison. Ainsi, pour Épicure, il n'est pas incohérent de chercher à satisfaire ses désirs, il est plutôt très important de choisir les bons désirs pour ne pas se faire perturber par ces désirs trop importants. Néanmoins, ici nous parlons de désir, nous parlons de bonheur, mais est-ce que le désir et le bonheur pourraient être foncièrement accessibles ? Ne sont-ils pas deux notions qui vont se contredire ? C'est ce que le philosophe Schopenhauer va développer. Il va mettre en avant le fait que la satisfaction d'un désir va amener l'ennui, car en effet nous ne poursuivons plus un objet que nous n'avons pas, nous l'avons. Mais l'état de désir va également créer une forme de tension et de souffrance. Avant d'avoir l'objet, je suis en état de souffrance. Le seul plaisir va venir de cet état transitif à partir du moment où je vais juste satisfaire mon désir. Ainsi, si je cherche le bonheur comme un état de stabilité, je ne pourrai pas l'accéder en satisfaisant un désir, car le désir va me rendre heureux uniquement, ponctuellement, au moment où il va être satisfait. Comme Bergson nous le dit, il va donc falloir peut-être préférer des joies au bonheur, des joies créatrices éphémères par exemple. La joie, il faut l'opposer notamment au plaisir, car c'est une réussite de la vie, la joie, et elle advient lorsqu'il y a une création. La joie représente finalement le triomphe de la vie pour Bergson et peut être donc différenciée d'une certaine manière du bonheur qui ne semble pas accessible car il propose une stabilité qui n'est pas accessible. Comme l'homme est inachevé, va nous dire Bergson, cet élan vital de création va permettre de dépasser une sorte de morosité naturelle et nous permettre d'atteindre une forme de joie. En m'accomplissant, par exemple en créant une entreprise, en créant une œuvre d'art, ou en m'auto-fabriquant, c'est-à-dire en devenant une meilleure personne, je dispose de joies ponctuelles qui vont me permettre de m'améliorer. En conclusion, vous l'avez remarqué, il semblerait qu'il y ait une opposition entre désir et bonheur, car le bonheur semble être un état de satiété inaccessible et idéal. Néanmoins, nous pouvons atteindre peut-être pas le bonheur, mais la joie, à travers la satisfaction des désirs. On peut opposer à cela l'usage de la volonté et de la raison qui vont permettre d'atteindre un bonheur final à travers finalement le développement de la sagesse et d'une certaine forme de justesse dans nos raisonnements et dans nos choix. Ainsi, le bonheur ne semble pas réellement exister, il va plutôt être présent dans un état transitif, mais nous pouvons espérer atteindre le bonheur à travers un travail sur nous-mêmes grâce à l'usage de notre raison.